y a eu ces problèmes-là, c'est la faute de l'école. Donc déduction logique, c'est si l'école est le problème, elle est aussi la solution. L'éducation, c'est l'un de ces domaines où absolument tout le monde a un avis. On a cette possibilité de l'éducation populaire gratuite pour tous, 24 heures sur 24, permanente, qui est formidable, toute la science à portée de clic. Mais est-ce qu'on s'en saisit correctement ? Et pour moi, c'est aussi ça le rôle de l'école et des adultes. Puzzle, un podcast du service recherche de l'INSPE de l'Académie de Lille Hauts-de-France. Épisode 6. Apprends-moi à apprendre. Lors du dernier épisode, nous avons compris ce qu'il se passe dans notre tête lorsque nous apprenons ou effectuons une tâche scolaire. Demandons-nous à présent ce qu'on peut mettre en œuvre en tant qu'enseignant, parent ou acteur éducatif pour faire en sorte que la tâche demandée soit bien comprise et réalisée par les élèves. Comment les aider à mieux apprendre dès le plus jeune âge et tout au long de leur scolarité pour ainsi favoriser leur réussite scolaire ? Pour y répondre, nous accueillons à nouveau Marion Leclerc, maîtresse de conférences en psychologie cognitive de l'éducation au laboratoire Psytech de l'Université de Lille et enseignante à l'INSPE de l'Académie de Lille Hauts-de-France sur le site d'Outreau. Bonjour Marion. Bonjour. Alors Marion, on l'a vu, l'objectif de tes travaux est d'identifier et d'analyser les facteurs contribuant à créer des contextes favorables au développement de l'autorégulation des élèves pour leur permettre de mieux apprendre. Peux-tu nous expliquer quels sont ces facteurs ? Alors effectivement, on peut distinguer différents facteurs qui vont influencer ce processus complexe. Des facteurs qu'on retrouve assez classiquement dans la recherche. On pourrait identifier les facteurs plutôt environnementaux, les facteurs sociodémographiques ou encore les facteurs culturels. On peut les classer un peu en trois grandes catégories aussi. Donc, par exemple, les facteurs qui vont être plutôt liés à l'enfant lui-même, par exemple sa maturation cérébrale, la part un peu de génétique, on en parlait aussi un petit peu la fois précédente, l'aspect plutôt biologique, ça peut être le genre, tous ces éléments-là. Ça peut être aussi des facteurs liés plutôt à la famille, le statut socio-économique, la qualité des relations parentales, le type d'attachement, la relation qui va se créer entre l'enfant et le parent, l'étayage maternel, le soutien, etc. Et un dernier facteur, ça va être par exemple ceux liés plutôt au milieu éducatif. Si on se penche tout de suite dans le contexte scolaire, ça peut être justement le climat de classe, la posture de l'enseignant, l'organisation même spatiale de la classe qui pourrait avoir une incidence ou le soutien qu'on va pouvoir apporter dans les apprentissages. Parmi ces facteurs, lesquels observes-tu plus particulièrement dans tes travaux de recherche ? Alors moi, c'est vrai que je me suis davantage centrée sur certains facteurs liés à l'enfant. J'en parlais un petit peu la fois précédente. J'essaye de voir l'influence que d'autres fonctions cognitives un peu complexes peuvent éventuellement impacter l'autorégulation, ce processus de contrôle. L'âge également, j'en parlais dans une perspective un peu développementale. On a montré qu'il peut y avoir des différences chez les plus jeunes enfants, par exemple, par rapport à des plus âgés ou des adolescents ou des adultes. Je me suis aussi plus particulièrement intéressée au contexte, aux éléments que, par exemple, l'enseignant pourrait potentiellement utiliser par la suite. Par exemple, l'intensité avec laquelle une stratégie, une procédure peut être utilisée par l'enfant. Le type de feedback aussi, il y a d'autres travaux qui s'intéressent beaucoup à ça, sur finalement quel retour fait l'enseignant à l'élève, les relations qui peuvent exister aussi, les interactions entre les élèves, entre l'enseignant, qui peuvent peut-être aussi impacter le processus. Donc moi, plus directement dans mes travaux, je me suis donc centrée plus spécifiquement chez le jeune enfant, donc plutôt la maternelle. J'ai regardé aussi un petit peu chez les élèves de CP. Et puis on l'a vu la fois précédente, je m'étais beaucoup intéressée au départ à la première étape de l'autorégulation. Donc, vous vous rappelez cette idée de se préparer à atteindre le but qu'on se fixe. L'idée, c'était aussi ensuite d'aller explorer justement plutôt la deuxième étape, donc mettre en place ce plan d'action qu'on a anticipé. Donc, finalement, mobiliser les connaissances et les stratégies qu'on peut avoir à sa disposition pour résoudre une tâche.
Est-ce que tu peux par exemple nous expliquer plus spécifiquement d'une étude que tu as menée sur le sujet ? Oui, alors on retourne en maternelle, à nouveau avec des élèves de moyenne section, où l'idée, comme on avait vu que finalement l'environnement, les conditions de réalisation de la tâche pouvaient influencer la fixation du but, c'était d'aller un peu plus loin, essayer de voir sur la mise en œuvre des stratégies, et donc s'intéresser plus particulièrement à ce qu'on appelle un entraînement stratégique. Donc c'est l'idée finalement d'expliciter, de donner à l'élève une stratégie qui est efficace pour résoudre une tâche et de l'encourager à l'utiliser presque automatiquement finalement à force, et voir si ça va l'aider justement à aller au bout, essayer de comprendre finalement l'impact que ça peut avoir, comment il le fait, etc. Donc pour vous expliquer un petit peu plus en détail, on a créé à nouveau une tâche, on innove, on essaye de trouver des astuces. Donc comme on est toujours un peu dans cette idée de classement et de tri dans les programmes à la maternelle, l'idée là c'est de partir sur un jeu de cartes, des choses un petit peu classiques, où on va pouvoir trier soit en fonction de la couleur, soit en fonction de la forme. Donc ça peut être justement, c'est un jeu de cartes avec des animaux, donc on imagine un chat, un chien, une vache, des animaux familiers aussi pour l'enfant, et donc ils peuvent être soit dans une couleur donnée. Et donc le but du jeu, donc, c'est de trier selon un critère. Sauf que l'enfant, on voit qu'en général, quand on change de critère de tri en cours de route, ça le perturbe. Ça a été montré dans la littérature. Donc on s'est dit, c'est l'idée peut-être de lui donner un indice sur lequel s'appuyer pour lui permettre de réussir à résoudre la tâche. Est-ce que le fait d'entraîner à repérer ces indices va aider l'enfant à trier correctement finalement ? Donc c'est ce qu'on a essayé de tester dans une étude où on les a entraînés à utiliser 2 stratégies d'identification du but, soit pointer justement cet indice. En fait, on avait rajouté un petit papillon soit en noir et blanc pour dire tu tries en fonction du critère animal, donc si c'est une vache, tu mets la vache, etc. Soit un papillon coloré pour jouer au jeu des couleurs. On va justement demander là le tri en couleurs. Et donc les 2 stratégies qu'on a voulu tester, c'est donc le pointage. Donc on forçait l'enfant à pointer du doigt le petit papillon, donc ne pas se précipiter et donc expliciter un peu « Ah oui, c'est un papillon gris, donc c'est le jeu des animaux ». Il devait se dire un petit peu ça dans sa tête. Ou au contraire, une deuxième stratégie qui va être de verbaliser à haute voix, d'expliciter ce but. Avant de trier la carte, tu dois dire à haute voix « Moi, j'ai une astuce pour y arriver. Je vais dire « Ah, papillon en couleur, jeu des couleurs. Papillon gris, jeu des formes. » Donc on obligeait un petit peu l'enfant et on l'entraînait comme ça à utiliser ces stratégies. Et on a pu donc montrer effectivement que ce type d'entraînement, donc d'expliciter finalement le but de la tâche et le moyen d'y parvenir, facilitait les performances des enfants. Ils s'amélioraient, ils étaient meilleurs pour réaliser ce type de tâches. Toujours sur la base de ces facteurs et des étapes du processus d'autorégulation des apprentissages, comment peut-on identifier où ça coince quand l'élève est en difficulté ou quand il y a parfois un décalage entre la consigne et ce que l'enfant fait ? Alors c'est toute la difficulté, effectivement. Alors si on se rappelle un petit peu le processus, on avait bien dit qu'il y a 3 étapes. Donc la première question qu'un enseignant peut se poser ou que l'élève lui-même peut se poser, et je pense qu'un des premiers leviers, un des premiers axes, c'est justement d'accompagner l'élève dans cette prise de conscience de ces 3 étapes. Donc est-ce que c'est à la première ? Est-ce que finalement c'est le but que je me fixe qui n'est pas celui attendu par mon enseignant ? Donc que l'enseignant peut peut-être lui-même identifier, ah oui non, en fait je me rends compte, là tu vises aller vite et pour être tranquille, c'est pas ce que je te demande, pose-toi et prends le temps. Un exemple par exemple, résoudre, il y a des opérations en mathématiques à réaliser, je sais pas, il y en a 5, je dis n'importe quoi. L'enfant, le but qui va se fixer, ça peut être justement, je le fais le plus vite possible, comme ça après je sais que j'ai le droit à un petit temps libre ou autre chose. Ben non, c'est pas ce que veut l'enseignant, il veut qu'il le fasse mais correctement, en évitant les erreurs, en faisant attention s'il y a des retenues ou des choses comme ça. Donc une première étape, c'est bien, alors qu'est-ce que tu dois faire ? Faire expliciter l'enfant, l'aider à prendre conscience de quel est l'objectif le plus pertinent finalement face à une tâche comme ça qui peut paraître familière. Prendre conscience aussi justement des connaissances qu'on a sur cette tâche. Ah oui, justement, je sais que j'ai tendance à oublier la retenue justement. Ah, je sais, monsieur, il me le dit toujours. Donc là, il faut que je fasse attention. Voilà, s'il y a des spécificités à la tâche ou les forces aussi, là je donne un exemple sur les difficultés, ça peut être aussi ah oui, ça je sais que je sais bien par cœur mes multiplications, donc je vais pouvoir aller vite.
ou au contraire. Donc identifier un petit peu ça pour bien planifier son action. Donc c'est la première phase. Après, on peut savoir, mais savoir, c'est pas faire. Et justement, la deuxième étape, la mise en œuvre de ce plan d'action, c'est là aussi où ça peut coincer. Et donc là, rôle de l'enseignant, si on se projette toujours dans ce contexte scolaire, ou de parents, ça peut être aussi d'identifier, c'est peut-être la procédure qui ne va pas, qui n'est pas la bonne, ou qui est mal utilisée finalement. On m'avait dit la stratégie, je peux compter sur mes doigts, mais monsieur, c'est pas ça qu'il attend. Ou justement, j'ai identifié que mes tables de multiplication, je les connais pas bien, ou en fait, j'ai appris un mauvais résultat. Si j'ai appris 9 fois 9, c'est 32, forcément, je vais dire que c'est 32 à chaque fois. Donc, essayer d'identifier comme ça où peut être l'obstacle dans la mise en œuvre de l'action. Il va toujours accompagner cette prise de conscience aussi chez l'enfant. Et puis, le dernier niveau, c'est cette étape un peu d'évaluation, vous vous rappelez, un peu de réflexivité sur ce qui vient de se passer, qui amène un jugement toujours un peu de, justement, comment on se perçoit face à cette tâche. Parce qu'on arrive toujours à se dire, finalement, moi, j'aime pas les maths, je suis nulle en maths, donc je vois une tâche de maths, j'ai pas envie de faire mon exercice de maths et je vais fuir ou je vais vouloir aller vite. Donc vous voyez, c'est aider aussi à juger finalement sa performance de manière plus objective. Donner donc des critères. Qu'est-ce qui fait que tu as réussi ou que tu n'as pas réussi ? Et ce, quel que soit l'âge, dès le plus jeune âge, mais même chez des plus âgés, voire même chez l'âge adulte, on peut se faire un petit débriefing aussi nous-mêmes quand on est face à certaines situations. Et ce dont tu parles, c'est valable chez les petits et les jeunes enfants seulement ? Alors, j'étais en train de le dire, effectivement, il y a des spécificités, on va dire, en fonction de l'âge. Ce qu'on a vu, je m'intéresse aussi à l'aspect développemental, donc les changements, justement, en fonction de l'âge. On a pu voir, cette moyenne section vers l'âge de 4 ans et demi où il y a une bascule, mais on en a aussi régulièrement, déjà en fonction aussi du type d'activité qui peut être plus ou moins complexe, et en fonction de l'âge. Donc, je donne l'exemple là des mathématiques, on voit que ça peut être des enfants plus âgés. Un exemple typique que je donne aux étudiants, ils se préparent à leur examen, donc situation de stress aussi, j'en ai pas encore beaucoup parlé, mais donc les conditions de réalisation de la tâche peuvent influer sur ce processus. Le stress, par exemple, on sait que ça va venir un peu perturber aussi tout ça. Et justement, prendre conscience qu'il faut pas que je me laisse envahir par le stress, j'ai bien révisé, j'analyse bien mon sujet, je revérifie le temps, parce que le classique, c'est je me précipite et puis en fait, après, je stagne un peu et je me laisse envahir. Je suis concentrée à résoudre ma tâche et je jette un petit coup d'œil à l'horloge. Mince, il me reste plus qu'1 heure. Il faut donc là aussi faire face à cet imprévu et donc changer peut-être le plan d'action, s'ajuster. Donc c'est valable bien évidemment tout au long de la vie. Mais on sait que c'est des choses très complexes, donc plus difficiles chez les plus jeunes et plus on avance en âge et en compétences, finalement, plus on est meilleur en quelque sorte aussi pour s'autoréguler. Comment prendre en compte de façon concrète ces éléments pour adapter son approche pédagogique dans l'élaboration de son cours ? Alors, toujours avoir ces 3 étapes un petit peu en tête, préparation, action, réflexion, et donc se dire, peut-être anticiper quels obstacles peuvent apparaître dans ces différentes étapes, qu'est-ce que l'élève peut venir faire finalement, ou se dire, donner aussi un peu confiance en soi à l'élève finalement, comme je le disais, en donnant des critères un peu objectifs de ce qui est attendu, et donc avant la tâche, mais aussi finalement, une fois qu'elle est exécutée, pour débriefer aussi, avoir des critères plus objectifs pour prendre conscience de ces éléments-là. Après, on peut avoir aussi d'autres facteurs qui peuvent venir influencer ce processus, comme on le disait, un petit peu cette relation qui va s'établir entre l'enseignant et l'élève, mais aussi les élèves entre eux. Il y a une part de travaux dans ce cadre-là qui s'intéresse à ce qu'on appelle la co-régulation, les interactions finalement entre élèves, comment ils participent à la régulation chez l'élève de son propre apprentissage. Le fait d'interagir avec les autres, peut-être justement réviser, ça va aider à réviser le but qu'on s'est fixé ou à utiliser une autre stratégie à laquelle on n'avait pas forcément pensé. L'effet du groupe, la force du groupe, ou plus particulièrement la place de l'enseignant. Ça peut être aussi, on l'a dit, les émotions, d'autres facteurs comme ça qui peuvent venir.
expliquer ces différences. Et puis justement aussi d'autres facteurs, d'autres profils d'élèves. On parle d'élèves typiques ou atypiques, justement des élèves à besoins éducatifs particuliers où l'enseignant va devoir prendre en compte aussi ces besoins, donc des fonctionnements un petit peu différents. Pour certains, justement, une capacité peut-être de mémorisation qui peut être plus faible, donc il va falloir aussi un peu anticiper ou dépasser justement en fournissant d'autres types d'outils. L'exemple que je donnais tout à l'heure sur j'ai tendance à oublier ma retenue, faire un petit guide par exemple de relecture ou un petit guide d'appui comme ça de procédure à réaliser pour décharger un petit peu cet aspect charge au niveau de la mémoire. C'est des choses qui peuvent être testées et utilisées aussi à cette fin face à un public spécifique. Notre problème des décrocheurs, par exemple, qui peuvent mettre en place des stratégies particulières un peu défensives, parce que cette idée, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, l'image qu'on se force, mais de toute façon, moi, je fais toujours des fautes, je suis nulle en français, je fais toujours des fautes, monsieur m'a dit, je sais pas m'exprimer, donc j'ai pas envie de passer à l'écrit. Je me démotive. Et donc, pareil, avec cette idée de critères peut-être plus objectifs, regarde tes forces, regarde tes difficultés, les obstacles qu'on va essayer de dépasser, trouver peut-être des outils pour justement y remédier. La même idée, un peu un guide de relecture des fautes en dictée ou des choses comme ça, qui pourraient contribuer à aller soutenir le sentiment d'efficacité qu'on peut avoir sur ce type de tâches et donc renforcer à terme le processus. Et justement, sur cette question des élèves à besoins éducatifs particuliers, est-ce qu'il y a une approche spécifique à avoir ? Alors, oui et non. C'est un peu la question piège parce qu'effectivement, dans le champ du handicap et des travaux dans ce domaine-là, on peut avoir des protocoles ou des études spécifiques qui vont montrer justement des différences sur les étapes, etc. Mais de manière un peu conseil large, j'ai envie de souligner justement le fait qu'il n'y a pas une fiche méthode à suivre type pour un profil type. Il n'y a pas un guide recette pour les autistes, il n'y a pas un guide recette pour les déficients intellectuels, pour les troubles de ce que vous voulez. En fait, la clé, c'est toujours ce questionnement qu'il faut avoir sur le fonctionnement de l'élève d'un point de vue de l'enseignant et essayer de le favoriser chez l'élève lui-même, en fait. Donc, ça sera plus ou moins facilité en fonction des obstacles et des difficultés ou du trouble que peut avoir l'enfant, l'élève, effectivement. Mais c'est vraiment, justement, le guider dans cette prise de conscience à son niveau, j'ai envie de dire. Comme avec un jeune enfant, on ne s'y prendra pas de la même manière qu'avec un adolescent. Là, c'est pareil, peut-être en fonction du trouble, mais de trouver des outils d'explicitation, d'accompagnement de cette prise de conscience des différentes étapes, des forces, des faiblesses, des procédures qui vont permettre d'atteindre le but. Un autre conseil qu'on pourrait adopter, c'est vraiment aussi justement de prendre le temps donc d'accompagner cette prise de conscience, mais au-delà de s'entraîner finalement, de mettre en œuvre ces stratégies, prendre un temps un peu méthodologique. En général, les enseignants se disent assez souvent happés par le temps et le programme à réaliser qui est quand même conséquent. Et en fait, c'est vraiment se dire que prendre ce temps un petit peu méthodo sur la procédure, la stratégie, identifier ses forces et ses faiblesses chez les élèves, c'est du temps de gagner pour la suite. Et donc ça, c'est valable, j'ai envie de dire, un peu quels que soient les profils d'enfants. Mais peut-être que justement, on pourra mettre l'accent plus spécifiquement sur certains profils d'élèves ou selon tel type de difficulté. Ou à l'inverse, des fois, certains outils auxquels on pourrait penser peuvent être trop complexes aussi pour certains enfants. Gérer, par exemple, je parlais tout à l'heure d'une grille de relecture qui identifierait les fautes types qu'on peut faire. Ça peut être un peu complexe aussi à utiliser pour certains enfants. Donc, il faut un peu s'adapter, jauger comme ça en fonction du profil de l'enfant. Et suite à ces constats et premières conclusions, on imagine facilement qu'il y aurait d'autres recherches à mener pour compléter, affiner ces résultats. Quelles sont tes perspectives de recherche actuelles et à venir ? Alors effectivement, le chantier est vaste, donc beaucoup de choses à explorer. Donc en ce moment, l'idée, c'est de poursuivre un petit peu cet aspect un peu développemental, voir en fonction de l'âge comment ce processus évolue, se complexifie ou pas, et justement aussi peut-être en fonction de l'âge, de certaines stratégies donc, et de l'influence d'autres fonctions cognitives. Je parlais la fois précédente d'autres fonctions de contrôle, la flexibilité, je parlais tout à l'heure
matière de mémoire aussi, mémoire de travail. Donc, on va explorer un petit peu ça sur différentes catégories d'âge. Et puis, j'ai la chance d'être dans une équipe aussi qui a des chercheurs avec plein de compétences différentes. Et j'évoquais l'influence possible aussi de la motivation. Et donc, on a aussi dans l'équipe Psytech des experts, on va dire, de la motivation ou de la collaboration. Donc, c'est justement, là, on est sur un nouveau projet avec Céline Brasselet et Marine Delaval. On a d'ailleurs accueilli ici. Voilà, Marine Delaval et Guillaume Jiménez, sur essayer d'aller investiguer un petit peu tout ça, d'autres facteurs comme la motivation qui pourraient venir expliquer aussi les différences entre les élèves, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais aussi des différences culturelles. J'ai la chance d'avoir pu travailler avec Laurent Maroulis qui a mis en place, qui étudie la même chose mais aux États-Unis. J'ai traduit certains de ces outils. La recherche, c'est aussi ça. Trouver les bons outils, je le disais, surtout avec les jeunes enfants, c'est pas évident pour explorer ces processus complexes et peut-être justement voir qu'il peut y avoir une incidence de la culture. Est-ce que les petits Américains s'autorégulent de la même manière que les petits Français? Voilà, c'est des projets là en cours. Et puis, on bascule aussi avec sur un autre niveau avec des lycéens en lycée professionnel dont on sait aussi justement qu'ils peuvent avoir des difficultés à s'autoréguler, à mobiliser certaines stratégies pour se repérer, notamment dans l'espace ou en mathématiques ou dans différentes disciplines. Et donc l'idée, c'est d'aller aussi creuser un petit peu ça, comprendre aussi l'impact que peuvent potentiellement avoir les familles dans ce processus complexe, et tout comme leurs enseignants, et à terme essayer de proposer un programme un peu de remédiation, d'entraînement aux stratégies d'autorégulation chez des lycéens, donc en lycée professionnel. Donc plein de choses en perspective. Merci beaucoup Marion. Grâce à toi, nous avons pu remarquer l'importance de ces nouvelles recherches dans le champ de l'éducation, au croisement de plusieurs disciplines que sont la psychologie de l'éducation, la psychologie cognitive, la psychologie du développement, tout ça pour mieux comprendre le fonctionnement cognitif des élèves face aux apprentissages et déterminer plus finement les conditions matérielles favorables à leur réussite. Nous retiendrons qu'il est essentiel d'avoir un but clair, de ne pas se précipiter sur l'exécution d'une tâche et de prendre conscience de soi et de ce que l'on peut faire pour s'améliorer. Cela nous offre une formidable perspective pour penser des adaptations ou aménagements favorisant les apprentissages de tous les élèves et ainsi réduire les inégalités à l'école. D'ailleurs, nous avons parlé d'enfants et d'élèves tout au long de ces 2 épisodes, mais sachez que ces processus sont aussi valables pour les adultes. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à mieux apprendre. On espère que cet épisode vous a plu et vous a intéressé. Vous pouvez retrouver l'ensemble des ressources utilisées et proposées pour aller plus loin sur le site de l'INSPE de l'Académie de Lille Hauts-de-France dans la rubrique Recherche. À bientôt!